Bonjour tout le monde, très heureux de vous voir en très grand nombre aujourd'hui. Merci Pierre pour les présentations. On va Ouais. tout de suite passer. Donc, Donc, on ne sera pas là, mais on les entend, oui. pardon? OK, on va continuer. Je vous inviterai juste à faire attention de ne pas laisser les micros ouverts si jamais vous parlez. On va tout de suite passer à la prochaine diapositive. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc on est un organisme communautaire actif depuis 1991 auprès de la population des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qu'ils soient gays, bisexuels ou autres, cisgenres ou transgenres. Donc, nos services sont vraiment développés en termes de prévention, VIH et ITSS, mais aussi dans une optique de santé globale, de promotion de la santé globale, donc de tous les différents déterminants sociaux de la santé, toujours auprès de la population des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. On va pouvoir y revenir un peu plus en profondeur. Simplement vous dire ici qu'on est actif depuis 91. Notre mission et nos services se sont adaptés au cours du temps et de l'évolution de l'épidémie du VIH-Sida. C'est ce qui a vraiment fait en sorte qu'on a créé l'organisme Réseau finalement. Ensuite, on souhaite, Jean-Nicolas et moi, tout simplement, reconnaître très humblement que on est situé et nos activités se déroulent sur le territoire de Tiohtià:ke, territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, et donc reconnaître que c'est cette nation qui est gardienne des terres et des eaux sur laquelle on est. Donc, c'est reconnu historiquement là, comme un lieu de rassemblement pour nombreuses Premières Nations, puis aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que plein de différents peuples qui y résident. Donc, voilà, on veut reconnaître ça en toute humilité. Euh, Ça fait maintenant partie un peu de nos pratiques. On essaie d'implanter ça de plus en plus. Je passe tout de suite donc la parole à mon collègue Jean-Nicolas pour une petite mise en contexte. Oui, ben merci Gabriel pour la présentation et pour la reconnaissance. Donc oui, petite mise en contexte, dans le fond, pour vous une petite mise en bouche par rapport à la présentation. Donc, premièrement, c'est sûr qu'il y a certaines limites à notre présentation. Puis, premièrement, la limite de temps. Donc, on a seulement 60 minutes pour vous parler du sujet. Puis, dans le fond, on a fait une sélection de thèmes là, avec un fil conducteur que nous, on juge essentiel d'aborder avec vous aujourd'hui, afin de mieux comprendre justement les réalités qui sont vécues par les personnes queer. Évidemment, ce n'est pas exclusif, puis il y a beaucoup de concepts et de théories qui auraient pu être utilisées pour vous parler de ça aujourd'hui. Ensuite, niveau de connaissances hétérogènes. Donc, c'est sûr que vous êtes un gros groupe, vous provenez de milieux probablement différents, vous avez des niveaux de connaissances différents aussi. Donc, ça devenait difficile en fait pour nous de cibler c'était quoi les besoins. Donc, on a créé une présentation qui est, je pense, qui va peut-être répondre à certains besoins. En tout cas, on l'espère. Puis, pour d'autres, on verra ensuite pour qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Précision sur les concepts. Donc, les concepts qu'on vous présente aujourd'hui se portent à la communauté queer, mais ce n'est pas des concepts et des théories qui s'y rattachent de façon exclusive. C'est-à-dire que c'est des cadres théoriques qu'on peut appliquer à différentes populations, à différentes sous-cultures, afin de mieux comprendre leur enjeu, les réalités et les besoins. Mais ces concepts-là, ils ont déjà été utilisés pour les personnes queer. Ensuite, quelques ressources, afin de pallier justement, si on ne répond pas à vos besoins, à la fin de la présentation, il va y avoir des liens Internet avec des vidéos, des formations et des documents qu'on va vous transmettre là, pour pouvoir approfondir vos connaissances sur le sujet. On va poursuivre ensuite avec quelques définitions donc, qui vont nous servir aussi pour la présentation. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est queer? Bon, queer, dans le fond, c'est un terme d'origine anglo-saxonne. Puis, c'est un terme que les communautés LGBTQ+, se sont réappropriés pour en faire un symbole d'autodétermination puis de libération. Parce qu'à l'époque, en fait, queer, c'était une insulte. Les gens de la diversité, là, ils se faisaient traiter de queer. Puis, ça fait référence à une personne qui à son identité, en fait, ou à les pratiques qui sortent, en fait, du modèle social hétéronormatif. Donc, une personne qui n'adhère pas à
Une personne qui n'adhère pas à la division binaire, c'est-à-dire homme-femme, traditionnelle des genres, ou qui a une orientation sexuelle de la norme, ou qui s'identifie à une identité de genre ou à une orientation sexuelle non conforme. Donc, ça, c'est les personnes queer. Ensuite, hétérosexiste, donc c'est un système de pensée institutionnalisé qui va défendre et qui va faire la promotion, en fait, de la supériorité là, de l'hétérosexualité à l'exclusion des autres identités ou orientations sexuelles. Donc, c'est vraiment une idéologie qui met de l'avant la suprématie de l'hétérosexualité aux dépens puis au bien-être et des conséquences négatives que ça peut avoir sur les autres personnes dans ce cadre précis-là. Puis, ça peut être exercé de façon consciente, mais souvent, c'est exercé de façon inconsciente. Puis, finalement, l'oppression. Donc, l'oppression, c'est l'utilisation de pouvoir affecter, marginaliser, puis subordonner un groupe ou une catégorie sociale. C'est souvent fait, en fait, dans le but de renforcer un pouvoir ou de privilégier l'oppresseur. Donc, je te laisse la parole, Gabriel. Merci, Jean-Nicolas. Ces définitions-là vont vous permettre au courant de la présentation de mieux comprendre. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les prendre en note. On pourra en discuter à la période de questions et d'échanges à la fin. Alors moi, je vais vous présenter, on va ensemble poser un peu les bases de notre présentation. Je vous présente des concepts un peu, on va dire, fondamentaux. Donc, le stress minoritaire, un concept vraiment important. On parle ici d'un type de stress qui est vécu par les membres des groupes minoritaires stigmatisés. C'est important de le nommer. Le stress minoritaire, c'est généralement causé par tout un ensemble de facteurs différents. Par exemple, le manque de soutien social, le rejet, statut socio-économique faible. Donc, ça peut être des exemples finalement de causes, de ce qui cause le stress minoritaire. Plusieurs études vont démontrer en fait qu'une exposition importante aux préjugés, à la discrimination, peuvent également être la cause de réaction de type stress minoritaire. Donc, ça peut aller du stress à l'anxiété, à l'hypertension artérielle. Ça peut vraiment avoir différentes conséquences. Des conséquences qui peuvent éventuellement aussi mener à plus globalement une mauvaise santé mentale, une mauvaise santé physique aussi, quand il y a accumulation de différents symptômes comme ça. Et également important de mentionner qu'il y a un nombre assez élevé d'études qui se sont penchées sur le sujet, sur les effets plus précisément du stress minoritaire auprès de la diversité sexuelle et de genre, et qui vont démontrer des niveaux élevés de troubles de santé mentale. Donc, en comparaison avec la population générale, la population LGBTQ+, serait plus à risque de toxicomanie, de tentatives de suicide, de dépression et d'anxiété. Donc, c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. On va tout de suite passer au concept de l'intersectionnalité. Donc, ce concept-là, c'est vraiment un cadre d'analyse théorique qui va permettre, au point de départ, l'idée, c'était d'analyser l'oppression des femmes noires américaines à partir d'une position critique à l'endroit du féminisme blanc. Donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel ça s'inscrit, dans lequel ça s'est développé. Très souvent, on va associer la juriste américaine Kimberly Crenshaw comme l'auteur à l'origine du concept de l'intersectionnalité. Donc, vraiment une théorie qui va permettre d'analyser les différentes formes d'oppression et les hiérarchies de pouvoir. Donc oui, on va prendre en compte le genre, on va prendre en compte différentes dimensions. On va les voir dans la diapositive suivante, plus en détail. Mais simplement vous dire que cette théorie-là, en fait, permet de mettre en évidence les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre différents groupes. Ça appelle un peu à réfléchir sur notre position qu'on occupe, sur les privilèges dont on dispose. C'est souvent utilisé pour révéler la pluralité de l'entrecroisement des discriminations et des rapports de domination, d'oppression. Donc, finalement, c'est quelque chose qui va permettre un peu de clarifier des situations parfois vraiment complexes. L'idée, c'est de démontrer la domination, l'oppression, voire même l'exploitation de certains groupes sociaux, pardon.
L'analyse intersectionnelle, ça suppose qu'il faut donc prendre conscience de ses propres privilèges, des privilèges qui ne sont pas nécessairement mérités, pour lesquels on n'a pas nécessairement travaillé, mais qui nous sont, avec lesquels on est. Et même si l'exercice n'est pas toujours facile, je pense que c'est important en fait de prendre conscience, de prendre conscience puis de nommer quels sont nos différents privilèges, de comprendre où on se situe dans cette grille d'analyse sur l'intersectionnalité. Important aussi de mentionner que les conséquences qui découlent de cette position sur la grille d'analyse intersectionnelle, les conséquences sont vécues de façon simultanée. C'est pas nécessairement une addition de plusieurs catégories qui va amener une addition de plusieurs conséquences, mais c'est vraiment vécu de manière simultanée et de manière interreliée, je dirais. On va passer à la diapo suivante qui va un peu imager le concept de l'intersectionnalité. Alors, vous voyez à l'écran tout autour des mots qui sont en couleur. Donc, le premier cercle autour, ce sont des catégories sociales, on peut dire. Donc, pardon, excusez-moi, autour, c'est des catégories d'oppression, oui. Donc, hétérosexisme, agisme, capacitisme, ethnocentrisme, transphobie. Donc, je vous laisse lire la suite. Donc, tout ça, c'est des types de discrimination, d'oppression. Ensuite, dans le cercle gris foncé, là, vous avez les catégories sociales. Donc, l'âge, la culture, le handicap. Donc, on peut voir que le sexisme, c'est en lien avec le sexe, l'agisme en lien avec l'âge et ainsi de suite. Ensuite, on a les différentes catégories. Donc, si on prend par exemple, pour notre présentation, on va y aller avec l'orientation sexuelle. Donc, l'orientation hétérosexuelle est plus prévalente et donc pas marginalisée. Puis une orientation non hétérosexuelle, donc, va tomber dans la marge. Et donc, c'est là où est-ce qu'on est plus éloigné de la position plus favorable, la position de pouvoir. Donc, c'est un peu ça l'idée de la grille d'analyse. C'est pour rendre ça plus concret, donc pour imager le tout. Comme j'ai dit, les conséquences ne s'additionnent pas, mais se vivent de façon vraiment simultanée. Donc, on va s'arrêter là pour l'intersectionnalité. Et s'il y a des questions par rapport à ça, on pourra y répondre dans la période d'échange et de questions. Pour la suite, je passe la parole à John. Merci, Gabriel. Donc, je vais poursuivre dans le fond avec les enjeux concrets liés au concept de base qu'on vous a présenté. Donc, vous allez sûrement me demander, c'est bien beau ces concepts théoriques-là, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment c'est représenté dans la réalité? Donc, on va vous présenter une liste d'exemples qu'on voit en fait dans nos bureaux à réseau ici, qui sont rencontrés régulièrement. Donc, par exemple, le chemsex, le PNP, je ne vais pas donner des détails parce que je vais en parler tout de suite après cette diapo-là. Ensuite, la santé mentale, les idéations suicidaires. Donc, comme Gabriel vous a parlé, au niveau du stress minoritaire, c'est souvent, ça a été répertorié, ça a été étudié que les gens font plus face à des conséquences en santé mentale. Donc, il est fréquent en réseau là, de voir des personnes qui viennent de demander des soins de santé mentale. Souvent, c'est dû à l'accumulation de plusieurs agents stresseurs. Donc, ça peut être soit la consommation de drogue, ça peut être la consommation d'alcool, c'est par le cumul de stigmatisation, il peut y avoir des relations familiales qui vont être plus difficiles. Ça peut être aussi au niveau de la religion parce qu'on sait que la diversité sexuelle et de genre, au niveau de la religion, ça peut être difficile. Ça peut être parce que les personnes vivent la discrimination au travail. Bref, il y a vraiment un cumul de situations difficiles qui font en sorte qu'il va y avoir parfois des problèmes de santé mentale. Et tout ça, en fait, ça peut mener à des idéations suicidaires. Ensuite, on observe beaucoup de prises de risque et TSS. Je ne vais pas expliquer tout de suite parce que dans la prochaine diapo aussi, je vais y venir.
Puis, ensuite, l'hétérosexisme, donc un peu comme Gabriel l'a expliqué au niveau de l'orientation sexuelle, la norme sociale, en fait, met de l'avant l'hétérosexualité comme étant le modèle idéal. Ce que ça fait, c'est que ça va mettre beaucoup de pression sur toutes les personnes qui sortent de cette norme sociale-là. Puis, ils vont être consciemment stigmatisés juste par le fait qu'ils sont différents de la norme. Puis ça, tu sais, quand on dit qu'ils sont stigmatisés, c'est pas nécessairement parce qu'ils vivent la stigmatisation, mais tu sais, dans le stress minoritaire aussi, puis dans l'intersectionnalité, c'est que la personne le vive ou non, ou que cette pensée soit présente, ça vient justement contaminer la santé mentale et jouer directement sur l'état de la personne. Ensuite, au niveau des configurations relationnelles, donc, tu sais, c'est pas rare dans la communauté que les configurations relationnelles, ils sortent du moule, encore une fois. Donc, dans la norme sociale, on parle de monogamie, donc un couple fermé, en fait, de 2 personnes ensemble qui ne va pas voir ailleurs. Mais à l'intérieur de la communauté, il y a une diversité, en fait, de configurations relationnelles. Donc, on parle, par exemple, des couples ouverts, on parle des personnes qui sont polyamoureuses, on parle des trouples. Donc, c'est toutes des choses qui ne font pas l'unanimité. Puis ça, tu sais, je le parle là, de façon générale dans la société, mais c'est présent aussi à l'intérieur même de la communauté parce qu'il n'y a pas... c'est pas tout le monde non plus qui sont d'accord par rapport à ça, puis qui s'entendent sur les visions de configuration relationnelle. Ce qui fait en sorte que les gens vivent doublement de la stigmatisation par rapport à ça. Puis finalement, les violences institutionnelles. Donc, quand les gens qui bénéficient de nos services vont soit dans les institutions chercher des soins, soit chercher de l'aide, on peut penser juste, mettons, aller chercher un permis de conduire, mais il n'est pas rare que les personnes vont se faire mégenrer par rapport à leur genre, par rapport aux pronoms qu'ils elles, utilisent. Les formulaires sont souvent inadéquats aussi. Donc, il y a beaucoup de préjugés qui sont vécus. Puis, il y a aussi les soins spécialisés, en fait, pour les personnes sont très peu disponibles ou parfois ils sont très rares, ce qui fait en sorte que quand il y a des services, bien souvent, ils ne sont pas nécessairement adaptés aux besoins des populations. Donc, j'ai passé le chemsex parce qu'on va le prendre un exemple plus concret terrain, puis je vais l'expliquer davantage en détail. Donc, premièrement, afin de mieux comprendre c'est quoi le chemsex, on va donner une petite définition. Donc, le terme chemsex, là, il a été construit à partir des mots chemical et sex. Donc, le chemsex, ça a été conceptualisé là, autour des années 2010 là, par un travailleur social activiste britannique qui s'appelle David Stewart. Puis, il propose la définition suivante du chemsex. Donc, le chemsex, c'est un terme qui décrit un phénomène culturel lié à la communauté gay, aussi appelé party and play, qui est souvent plus utilisé sur des applications de rencontres, souvent. Donc, le chemsex, c'est l'utilisation de toute combinaison de substances, incluant le cristal meth, la méphédrone ou le GHB-GBL, spécifiquement dans l'intention d'entreprendre des relations sexuelles gays. Donc, à réseau, c'est vraiment fréquent d'avoir des personnes qui viennent consulter des intervenantes afin d'avoir du soutien en lien avec leur consommation de substances qui est directement liée à la sexualité, en fait. Puis, ce qu'on remarque, c'est quand on explore en profondeur les besoins de ces personnes-là, c'est que la consommation de substances, elle n'est pas récréative et agréable comme elle devrait l'être, mais est plutôt, en fait, un mécanisme de compensation. On dit coping en anglais. Puis, qui est dû à de la souffrance accumulée pour différentes raisons chez ces personnes-là. Donc, il existe vraiment une panoplie de raisons qui causent cette souffrance. Puis, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'elle est unique pour chaque individu. Donc, ici, je vais vous citer quelques exemples. Donc, c'est une façon pour eux de se créer un réseau social puis de socialiser parce qu'ils n'arrivent pas autrement, soit parce qu'il y a un manque d'habileté sociale, soit parce que le réseau social est pauvre, soit parce que, justement, il y a du rejet ou de la stigmatisation. Ensuite, leur estime d'elle-même est faible, puis la consommation, en fait, ça leur permet de passer par-dessus cette barrière-là pour avoir accès à une sexualité, pour avoir accès à une vie sociale, pour rencontrer des gens. Ça peut être aussi une façon de réduire leur anxiété de performance face à leur partenaire ou le sentiment de malaise là, qui est lié au fait de ne pas correspondre au corps musclé idéal, qui est un idéal, en fait, de corps qui est véhiculé à l'intérieur de la communauté. Ça peut être une façon de repousser la stigmatisation qui est vécue aussi, comme je disais, autant dans la société en général qu'à l'intérieur de la communauté LGBTQ+.
Parce qu'au niveau des pratiques sexuelles, par exemple, dans la norme sociale, on va parler de sexualité vanille lorsqu'on parle de pratiques qui sont moins hard. Mais dans la communauté, c'est pas rare qu'il y ait des pratiques qui sont dites plus hard. Donc, on peut parler, par exemple, de groupe sexe, on peut parler de pratiques BDSM, double pénétration, fisting, etc. Donc, le fait de consommer, bien, ça permet justement de se permettre de pratiquer ces pratiques-là et justement de mettre de côté toute la stigmatisation qui est associée à ces pratiques sexuelles. Et finalement, ça peut être aussi une façon d'aller chercher des sensations fortes, justement pour sortir de la routine, sortir du cadre de la vie quotidienne qui est vraiment parfois dévalorisant par rapport à tout ce que les personnes vivent. Puis quand c'est de façon constante, ça peut vraiment être même méprisant. Puis ce qu'on vous dit présentement, c'est vraiment des propos des usagers, c'est pas des choses qu'on invente. Puis ce qu'on constate en fait, c'est que la consommation, c'est vraiment la résultante là, de l'accumulation de plusieurs agents stresseurs, puis de stigmatisation qui vont être vécus par ces personnes-là, justement parce qu'elles sortent de la norme sociale en fonction de leur intention sexuelle, l'identité de genre ou des pratiques, etc. Donc, un peu comme Gabriel vous l'expliquait là, avec les concepts théoriques là, de l'intersectionnalité et du stress minoritaire. Ensuite, au niveau de la prise de risque, tu peux changer de diapo, Gabriel. Merci. Donc, c'est ça. Au niveau de la prise de risque et des ITSS, donc pour que ce soit plus clair pour tous, lorsqu'on parle de prise de risque, il faut savoir que c'est directement lié à la sexualité. Donc, avec Réseau, en plus des services de suivi individuel qu'on fait avec les gens, on offre plusieurs cliniques de dépistage là, ITSS, notamment dans les bars, dans les saunas, dans nos locaux. On va aussi dans les soirées festives, on va dans les bars de danseurs, etc. Puis, lors de ces cliniques-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il va y avoir une intervention pré-dépistage. Donc, on a du personnel infirmier qui vient avec nous pour faire la partie médicale, mais nous, on rencontre la personne avant pour en apprendre un peu plus sur les personnes qui se trouvent devant nous, puis leur mode de vie. Puis, en fait, ce qu'on remarque fréquemment, en fait, dans cette intervention-là, c'est qu'il y a souvent un manque de connaissances au niveau de la protection en lien avec les ITSS, notamment au niveau de la PrEP, la PPE, par exemple. Il va y avoir un manque de financement pour avoir accès à la PrEP. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la PrEP, vite, en fait, c'est la médication qui nous permet de se protéger contre l'infection du virus du VIH. Donc, manque de financement pour avoir accès à la PrEP, comme je disais, au Québec, ce n'est pas gratuit. Si on a des assurances privées, peut-être qu'on a la chance d'avoir accès à la PrEP gratuit. Sinon, avec la RAMQ, c'est encore des coûts que les gens ne sont pas nécessairement capables de se payer. Les personnes migrantes, ils ont peu de connaissances sur la sexualité. Si on pense dans des pays où la diversité sexuelle et de genre n'est pas mise de l'avant, la sexualité, c'est un sujet tabou, donc ils n'ont pas la chance ou il n'y a pas nécessairement d'éducation non plus à la sexualité. Il y a l'absence du condom qui est due à la culture gay. Justement, je parle de la PrEP. La PrEP, elle a un peu un effet magique sur une majorité de la population. Bien que la PrEP elle protège seulement du VIH, il y a une pensée magique qui fait en sorte que les gens vont arrêter d'utiliser le condom parce que dans leur tête, en fait, les autres ITSS peuvent se traiter, donc c'est pas grave. Ça fait en sorte que les gens qui veulent utiliser le condom vont sûrement vivre la discrimination ou du jugement sur le port du condom. Puis, parfois, ce qu'ils vont accepter de faire, c'est de mettre de côté le port du condom pour avoir accès à une sexualité, parce que sinon, s'ils sont trop insistants sur le port du condom, bien, c'est une barrière, en fait, d'avoir accès à des relations sexuelles. Il y a de la sexualité dans des endroits qui sont inusités parce que c'est la sexualité qu'on peut se permettre. Par exemple, dans les lieux publics, les saunas, les parcs, dans les vestiaires de gym, les toilettes publiques. La plage d'Oka, c'est vraiment un bel exemple. Donc, tu sais, c'est des lieux publics, c'est de la sexualité qui est rapide. On n'a pas tous souvent des méthodes de protection sur nous. Donc, quand il y a une opportunité qui se présente, on va la saisir. Puis, sans généraliser, mais dans ce genre d'environnement-là, on retrouve souvent aussi des hommes mariés, des personnes qui ont fait coming out ou des personnes qui sont en questionnement parce que c'est une façon justement d'échapper à la stigmatisation. Finalement, bien, il va y avoir une perte de ses limites avec la consommation de substances. Donc, si on consomme puis on a de la sexualité, bien, on va perdre nos repères. Ça peut faire en sorte qu'on va accepter d'avoir des pratiques qu'on ne voudrait pas. Par exemple, on peut mettre le condom, comme j'ai dit. Ça peut être aussi de consommer des substances qu'on ne se permettrait pas. Si, par exemple, moi, je me dis, je veux juste consommer de la cocaïne, mais là, finalement, j'ai consommé, puis là, j'ai de la sexualité, puis là, la personne consomme. Ça se peut que je consomme d'autres substances. Puis,
en consommant aussi, en faisant du chemsex, le partage de matériel aussi peut être une autre source là, de risque parce qu'il y a des gros risques en fait d'infection VIH, ça peut être hépatite, donc, etc. Donc, encore une fois, là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment plusieurs éléments là, qui sont dus à des agents stresseurs. Puis, par exemple, liés à la stigmatisation de l'homosexualité ou à la diversité de genre, qui font en sorte que les hommes, ils doivent encore se cacher, ou il y a un manque d'éducation, ou les programmes ne sont pas adaptés, ce qui fait en sorte que les gens prennent plus de risques dans la sexualité. Donc, je voulais juste attirer votre attention. Imaginez maintenant là, une personne qui fait partie de la diversité, puis aussi qui est racisée, comment tous les effets stigmatisants de la culture de sa terre d'accueil, donc ici au Québec, puis de sa terre d'origine, peuvent avoir sur sa santé mentale puis sa prise de risque. Puis ça, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que les risques, ils soient réels ou anticipés. Parce que comme Gabriel a présenté dans l'intersectionnalité, c'est que la stigmatisation, elle n'est pas ajoutée, mais en fait, c'est vécu de façon exponentielle. Tu peux changer de slide, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, évidemment, nous, on va vous présenter des stratégies d'intervention, mais avant, je vais vous présenter de façon brève l'approche qui est guidée, les stratégies d'intervention qu'on va vous présenter. Donc, il s'agit de l'approche anti-oppressive. Donc, l'approche anti-oppressive, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui permet en fait de mieux comprendre la source d'oppression, d'expliciter les processus sociaux et les pratiques sociales qui vont fabriquer en fait le monde social des personnes. Là, ici, j'ai mis queer en parenthèse parce qu'on l'utilise pour les populations, mais l'approche anti-oppressive peut être utilisée pour différentes populations. Puis ainsi, ça va saisir comment elle s'insère dans des rapports sociaux de domination. Donc, la visée de l'approche, là, c'est vraiment de lutter contre les oppressions. C'est d'améliorer les conditions de vie des personnes opprimées. Ça va être de transformer la société en un monde plus juste et égalitaire. Ça va permettre de mieux comprendre la complexité et la multiplicité des oppressions. Puis, ça va outiller les personnes intervenantes ou en intervention pour contrer les oppressions. Donc, on a fait un petit graphique pour expliquer en fait davantage. Si tu peux changer de diapo, merci. Donc, ici, ce qu'on voit, là, j'utilise l'approche anti-oppressive, c'est qu'au centre, il y a un système d'inégalité. Comme Gabriel l'a mentionné précédemment, c'est qu'il y a des personnes qui ont des privilèges, il y a des personnes qui vont être opprimées. Donc, c'est des personnes qui ont des avantages que d'autres ne vont pas avoir, c'est des privilèges qu'ils n'ont pas nécessairement mérités. Puis, ils ont eu ce privilège-là par le hasard des circonstances. Puis, à l'inverse, en bas, donc les personnes qui sont opprimées, c'est des personnes qui ont un désavantage que d'autres n'ont pas. Puis, ils ne l'ont pas nécessairement mérité non plus. Puis, ça s'est fait aussi par le hasard des circonstances. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une absence ou des difficultés là, à accéder à des opportunités qui permet en fait le développement personnel des personnes qui vont être opprimées. Puis ça, c'est dû par l'exclusion à une participation entière dans la société là, de ne pas avoir accès en fait à des droits de façon équitable dont jouissent les groupes dominants. Donc, on a fait un exemple avec l'hétérosexisme. Donc, oui, tu étais à la bonne diapo, c'est bon. Donc, les personnes hétérosexuelles, en fait, dans la société dans laquelle on vit présentement, se retrouvent comme des personnes privilégiées. Puis, il y a les personnes non hétérosexuelles en bas, les personnes qui font partie de la diversité. Donc, les personnes hétérosexuelles, ils vont bénéficier de privilèges qui leur sont accordés dû à l'hétéronormativité, qui est un construit social, en fait, parce que ça avantage les personnes qui sont hétérosexuelles. Puis là, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, ça serait de se dire, c'est normal, en fait, parce que la majorité des personnes qui sont hétérosexuelles, c'est la majorité des personnes qui sont hétérosexuelles, donc c'est normal qu'il y ait des privilèges. Mais d'avoir, en fait, ce réflexe-là de penser, ça serait de dire que n'importe quel groupe majoritaire, ça serait justifié, en fait, qui bénéficie de privilèges. L'idée là-dedans, c'est justement de ramener l'iniquité puis de réfléchir à pourquoi, en fait, on est dans un système d'iniquité comme ça. Là, peut-être que vous ne voyez pas nécessairement comment une personne hétérosexuelle est avantagée dans une société, mais si je vous donne quelques exemples, par exemple, les personnes hétérosexuelles, ils ne subissent pas nécessairement de discrimination s'ils sont en public puis ils vont échanger des signes affectifs. Par exemple, des baisers ou de se toucher, de se tenir la main, alors que les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, ils peuvent le vivre de façon très fréquente.
Les personnes hétérosexuelles ne sont pas stigmatisées ou exclues pour le don de sang, par exemple. Ça, c'est un combat que récemment a changé, mais par le passé, on avait presque pas le droit d'en donner. Les personnes hétérosexuelles ne sont pas jugées non plus s'ils veulent fonder une famille. Les personnes queer, par exemple, ils se font souvent dire « Ah, ben là, pour avoir une famille, il faut un papa, il faut une maman. Des personnes de même sexe, ça ne donne pas un bon environnement pour en fait, élever un enfant. » Donc, ça, c'est des exemples de privilèges, en fait, que vous avez. Les personnes hétérosexuelles, sans vouloir pointer personne du doigt, bien entendu. Donc, justement, le but ici, ce n'est pas de pointer les personnes hétérosexuelles, là, puis de dire que c'est des mauvaises personnes, bien au contraire. Puis ici, on utilise encore une fois l'hétérosexisme juste parce qu'il se prête bien à notre présentation, mais on pourrait utiliser n'importe quelle catégorie que Gabriel a présentée dans sa roue, puis effectuer le même exercice. L'idée, c'est que c'est de reconnaître en fait qu'on bénéficie des privilèges, comme Gabriel a mentionné tantôt, puis en fait, de voir qu'il y a une répartition des pouvoirs puis de ressources qui est inégale. Donc, on doit être conscient de c'est quoi nos privilèges parce que si on ignore c'est quoi nos privilèges, bien, en fait, on fait partie du problème parce qu'il n'y a personne qui va agir pour que justement les privilèges et les pouvoirs soient distribués de façon équitablement. Donc, en ayant cette notion-là en tête, ben, on pourrait se poser la question, c'est qui connaît le mieux, en fait, comment l'hétérosexisme est manifesté dans la société? C'est certainement pas les personnes hétérosexuelles, puisque la plupart ne réalisent même pas qu'ils sont privilégiés. Donc, puis là, ici, je fais encore une fois un petit rappel, on cherche vraiment à mettre en lumière les rapports de genre, de racisation, de capacité, d'âge, etc., qui teintent en fait la vie sociale des personnes, puis la vie sociale, la santé, la sexualité des personnes en général. Mais encore une fois, dans le contexte de cette rencontre-là, l'accent est mis sur les personnes queer. Donc, dans l'approche anti-oppressive, il y a 3 étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est la conscientisation. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, en fait, aujourd'hui, en vous présentant des concepts puis en vous parlant de ça. Puis le but, en fait, c'est de prendre conscience des oppressions qui existent puis de nos privilèges en fonction, pas en fonction, mais en utilisant l'inconfort. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a l'exercice des privilèges, l'exercice de l'inversion, le théâtre forum, le modèle qui montre l'exemple. Je ne vais pas vous expliquer. Si jamais c'est des concepts qui vous intéressent, vous pouvez aller chercher le livre de Gabriel Richard, qui est la bibliographie va être disponible là, à la fin de la présentation quand vous allez avoir accès au PowerPoint. Donc, Gabriel a utilisé le concept de conscientisation dans un milieu scolaire. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à des exercices. Ensuite, on devient un allié. Donc, comment on devient un allié? Bien, nous, par exemple, on va vous donner des stratégies d'intervention. Donc, ça, c'est une façon de devenir un allié. Ça peut être de faire du militantisme, ça peut être aussi de modifier ses habitudes. Donc, il y a plusieurs façons de devenir un allié. Puis, finalement, c'est de mettre en œuvre des espaces qui sont sécuritaires pour les personnes de la diversité. Puis ça aussi, on va vous en parler plus loin dans la présentation. Donc, tu peux changer de diapo, merci. Donc, les attitudes et les stratégies à prioriser en intervention. Donc, premièrement, est-ce qu'il faut tenir compte des inégalités sociales, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux sur le plan de la santé, par exemple, dû à la répartition du pouvoir ou des ressources. Donc, il faut reconnaître ses propres privilèges puis exprimer de la compassion pour les personnes qui vivent des situations plus difficiles, les personnes qui sont devant nous. Il faut proposer aussi des services qui sont plus accessibles, c'est-à-dire, si par exemple votre milieu ou votre institution le permet, mais faites des interventions à distance. Utilisez Zoom. Je sais qu'on sort de la pandémie puis c'est fatigant, mais ça a tellement une plus grande portée puis ça facilite tellement les contacts pour certaines personnes. Il ne faut pas se gêner, en fait, d'utiliser différentes façons. Et si aussi, encore une fois, si votre institution, votre organisme le permet, donnez des services sans RAMQ. Je sais que c'est compliqué, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de règlements, mais si c'est possible, faites-le. Vous simplifiez beaucoup l'accès aux soins, par exemple, puis vous simplifiez aussi les liens de confiance avec les personnes. Envisagez aussi qu'un homme, ça éprouve probablement de la honte à parler de difficultés relationnelles. C'est des sujets qui sont sensibles. Aussi, de parler de difficultés financières ou de parler de sexualité. C'est des sujets qui sont sensibles, c'est reconnu en fait dans la littérature. Puis aussi, c'est encore plus difficile si la personne qui est à se confier à vous, puis vous n'êtes pas une personne qui lui ressemble nécessairement, c'est-à-dire soit au niveau de l'orientation sexuelle ou au niveau de votre genre. Donc, prenez le temps d'avoir une belle sensibilité à ça, puis soulevez en fait les efforts que la personne fait pour être devant vous.
Présentez-vous avec vos noms, puis vos pronoms. Donc, ça représente une belle sensibilité à la notion du genre. Ça invite aussi les personnes là, à vous parler en fait de faire pareil. Puis ça permet de faciliter aussi le lien de confiance là, avec la personne qui se trouve devant vous. Ça l'ouvre la porte également là, pour en apprendre davantage sur la personne si justement ses pronoms sont différents de la norme sociale. Donc, vous allez pouvoir aller poser des questions, vous allez pouvoir vous intéresser à la personne. C'est super important, ça, justement, pour créer une bonne atmosphère. Ensuite, proscrire les monsieur, madame. Donc, appeler la personne par son nom directement, ça évite de mégenrer la personne si la personne n'est pas conforme au genre masculin-féminin. Puis, utiliser un vocabulaire plus neutre, donc de façon générale. Donc, par exemple, pour parler des partenaires, bien, vous pouvez aussi demander si la personne est en relation au lieu de demander est-ce que vous avez un chum ou une blonde, par exemple, ou des choses comme ça. Utiliser le nom et le prénom qu'utilise la personne. Donc, ça, pourquoi je le mets, c'est plus spécifique aux personnes trans. Donc, il faut éviter le dead name. Le dead name, ce que c'est si, par exemple, justement, une personne trans a fait un changement de nom civil. C'est possible que dans vos dossiers, en fait, vous ayez encore le dead name, justement. Puis, il faut éviter l'utiliser parce que ça fait vivre la stigmatisation à la personne, ça ramène peut-être une dysphorie de genre à la personne aussi. Donc, essayez d'éviter. Je sais que des fois, ça peut être compliqué au niveau de vos politiques, il y a des restrictions, mais essayez d'adapter le plus possible comme vous pouvez. Puis, si c'est possible, en fait, faites les démarches pour le faire changer. Des fois, ça a l'air anodin, mais ça fait vraiment une grosse différence pour la personne. Utilisez aussi les mots que la personne emploie pour se décrire. C'est en lien avec justement le nom et le prénom, mais si aussi c'est en lien avec le prochain point qui suit. Donc, utilisez les bons termes là, de diversité sexuelle. Donc, je sais que l'alphabet peut sembler long, mais est-ce que vous les connaissez, chaque lettre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous avez une personne devant vous qui s'identifie à un terme puis vous ne savez pas ce que c'est, bien déjà là, ça part mal le lien de confiance. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout savoir par cœur, mais au moins avoir une idée de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique aussi. Après, c'est sûr que la personne, c'est la meilleure personne pour expliquer comment elle s'identifie. Puis ça, c'est important aussi d'aller chercher cette information-là chez la personne. Donc, si vous avez un doute par rapport à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les pronoms, bien, évitez de supposer puis demandez directement à la personne. Puis, évidemment, demander aussi juste si l'opportunité ou l'environnement s'y prête. Si par exemple, on parle de sexualité, puis là, on parle de position sexuelle, c'est correct de détailler davantage, mais si on n'est pas dans un contexte sexuel, bien, il faudrait peut-être éviter les questions qui sont peut-être trop intimes pour la personne. Ensuite, on va maximiser la première rencontre. Donc, maximiser la première rencontre, ce que ça veut dire, c'est qu'on sait que la demande d'aide des hommes est souvent plus difficile, surtout au premier contact. Donc, il est probable que la personne ne se présente pas à son rendez-vous pour différentes raisons. Donc, n'hésitez pas à relancer la personne, n'hésitez pas à utiliser différentes façons de communiquer aussi. Puis après, ça peut être d'identifier aussi une méthode préférée pour la personne, si par exemple, message texte, courriel, téléphone, peu importe. Donc, s'adapter vraiment aux besoins de la personne qui est devant vous. Puis, en lien avec la première rencontre, c'est vraiment important, en fait, de valoriser la démarche de la personne. La demande d'aide, puis tous les efforts que la personne a fait pour se rendre à vous. Parce que ça se peut qu'avant, elle ait contacté plein d'organismes, ça se peut qu'avant, elle a pris des rendez-vous, elle ne se soit pas présentée. Fait que si la personne, à son premier rendez-vous, est devant vous, il faut vraiment miser là-dessus, puis s'assurer de la maintenir intéressée, en fait, par les services. Ce qui m'amène à dire, il faut mettre de l'avant aussi ses compétences en lien avec tout ce qu'elle va vous présenter. Dans l'intervention, c'est important d'éliminer et de mettre de côté tous ces préjugés. Donc, permettre de ne pas contaminer votre intervention négativement, là, puis de briser le lien de confiance. Puis là, quand je dis mettre de côté vos préjugés, c'est autant à l'oral que dans votre langage non verbal. Parce que si la personne, elle vous parle, puis en fonction de qu'est-ce qu'elle vous raconte, par exemple, elle vous parle de sexualité, d'une pratique quelconque, vous froncez les sourcils ou peut-être dans votre langage non verbal, la personne va lire un dégoût, mais la personne va le sentir puis vous allez briser votre lien de confiance instantanément. Donc, pour ne nommer que quelques exemples de préjugés,
tous les hommes gays sont efféminés, tous les hommes gays sont des dépravés sexuels ou des pédophiles, les relations de personnes queer sont plus instables que les relations hétérosexuelles, bref, etc. Vous avez compris l'idée, mais c'est correct, on en a tous des préjugés, mais dans l'intervention, il faut essayer de les mettre de côté. Ensuite, éviter de présumer que les personnes queer ont un problème ou un motif caché là, de consultation pour vos services. En fait, comme n'importe quelle personne, les personnes queer, c'est des personnes qui ont une vie, qui peuvent vivre de l'anxiété au travail ou vivre des difficultés relationnelles, par exemple, qui vivent des défis personnels dans leur vie quotidienne. Ce n'est pas nécessairement lié au fait qu'ils soient queer. Donc, il faut aussi enlever cette pensée-là. Ensuite, porter aux dimensions relationnelles là, qui vont être liées à l'identité queer puis aux stratégies de résilience. Ce que ça veut dire, ça, en fait, c'est vraiment, ça va permettre aux personnes là, de sentir qu'ils sont reconnus, en fait, dans leur identité, mais aussi dans leur capacité à faire face à de l'adversité. Donc, c'est important, justement, vous n'êtes peut-être pas la première personne qu'elle rencontre, puis cette personne-là, elle a fait face à des défis, elle a fait face à des situations dans sa vie. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher ça puis mettre ça de l'avant pour renforcer, justement, l'empowerment puis les capacités des personnes. Ensuite, aller reconnaître les personnes de la diversité, puis de développer le désir d'apprendre ce qu'elles nous enseignent. Un peu avec ce que je vous expliquais tantôt avec l'hétérosexualité, qui connaît le mieux comment l'hétérosexisme se véhicule dans la société? Bien, si vous portez attention à ça, ça va permettre justement d'améliorer le processus de relation d'aide, puis ça va aussi créer, encore une fois, de meilleurs liens de confiance. Ça va vous permettre aussi d'adapter vos interventions, puis votre milieu de travail là, en fonction des besoins spécifiques des personnes qui sont devant vous. Ensuite, être au parfum de ce qui se fait en santé sexuelle, hein, on s'entend quand déjà on sort de la norme, c'est important de connaître ce qui fait. Tantôt, je vous ai parlé de la PrEP, je vous ai parlé de la PPE. Avoir une base, savoir comment ça marche. Si vous ne savez pas comment ça marche, ce n'est pas dramatique, mais au moins, ayez une liste de ressources, par exemple, des cliniques de santé sexuelle qui sont spécialisées en la matière, où est-ce que vous pouvez travailler en collaboration avec elles ou faire des références. Puis, connaissez aussi les organismes qui sont spécialisés là, de la diversité dans votre région, s'il y en a, bien entendu. Sinon, essayez de connaître des organismes qui offrent des services à distance pour mettre en contact les gens, peut-être sur les aspects où vous avez moins de connaissances. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à avoir des partenariats, puis une liste de ressources. Justement, connaître les ressources spécialisées pour les personnes queer. Puis, finalement, je vais terminer avec ça. Donc, prévoir un petit protocole de retour. Donc, si la personne elle a été exclue pour X, Y raison de vos services, bien, il ne faut pas la chasser de vos services parce qu'on risque de la perdre, en fait, cette personne-là. Donc, peut-être, si ce n'est pas déjà présent, avoir un petit protocole de retour de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette personne-là réintègre nos services. De cette façon-là, en fait, c'est qu'on va perdre moins de personnes là, dans les mailles du filet. Génial, merci Jean-Nicolas. Vous avez eu le cœur de la présentation avec vraiment des pistes concrètes d'action en lien avec l'intervention auprès des personnes queer, des hommes de la diversité sexuelle et de genre. Il reste peu de temps, le temps file, donc je vais passer quand même rapidement sur cette partie-là, malgré que c'est une partie importante, donc le milieu de travail, ou en tout cas l'endroit où va se présenter les hommes de la diversité sexuelle et de genre. Important de mentionner ici qu'on ne vient pas réinventer la roue. C'est vraiment on va se référer ici à un outil qui est disponible dans le coffre à outils pour hommes. C'est sur le site du pôle d'expertise et de recherche en santé bien-être des hommes. Donc, l'outil, ça s'appelle Intervenir auprès des hommes de la diversité sexuelle. Ça a été créé par Jonathan, qui travaillait chez Réseau auparavant. Et donc, il s'agit là, en fait, c'est un outil vraiment très simple. Ça tient en deux parties. C'est assez concis, ça va vraiment droit au but. Vous avez une première partie plus théorique qui va aider à mettre en contexte. Déjà, si vous avez suivi la formation aujourd'hui, la petite conférence aujourd'hui, je pense que vous pouvez peut-être vous permettre même de passer cette première partie-là. La seconde partie, on va s'y attarder un peu plus. Le but, c'est vraiment d'assurer un accueil qui est sécuritaire, qui est sécurisant pour les hommes LGBTQ+, soit en implantant certains petits changements ou même déjà en prenant conscience. Donc, l'outil vous permet d'une part d'analyser, mais aussi d'autre part d'avoir un peu des pistes de solutions sur comment faire pour rendre le milieu plus accueillant. Donc, ça se décline en cinq différentes
section, visibilité et affichage, donc tout ce qui est visuel. Par exemple, afficher que les services s'adressent aux hommes de la diversité sexuelle et de genre. Ça peut être par un petit drapeau, quelque chose du genre. Avoir des toilettes non genrées, ça peut être aussi un autre exemple. Ajouter des pronoms sur les identifiants, comme on fait par exemple dans notre conférence aujourd'hui. Vous voyez sur notre écran, on a nos pronoms, c'est un exemple. Deuxième section, c'est sur les politiques internes. Donc, c'est vraiment important d'avoir une politique contre le harcèlement qui va nommer précisément là, les discriminations homophobes, transphobes, racisme, etc., etc. Donc, pour que ça soit sécuritaire autant pour le personnel que pour les personnes qui utilisent les services. Troisième section, c'est l'intervention. Je pense qu'on a fait le tour quand même avec ce que Jean-Nicolas nous a proposé. Mais dans tous les cas, si vous avez une chose à retenir, c'est d'éviter de prendre pour acquis le genre, l'orientation sexuelle, être humble, être humble par rapport à ce qu'on sait, puis d'accepter aussi qu'on ne sait pas tout et on ne comprend pas tout le temps. C'est correct. Je pense que ça, c'est déjà un très bon premier pas. Puis, et au fur et à mesure de s'éduquer, de se tenir au courant de ce qui se fait. Quatrième section, c'est les formulaires et documents. S'assurer que il n'y a pas trop d'éléments qui excluent. De sélectionner monsieur, madame, de sélectionner homme ou femme, des catégories binaires, essayer d'éviter le plus possible, d'avoir peut-être différents choix de réponse. Donc voilà, vraiment tenir compte des différentes orientations, des différents genres. C'est le plus important dans les formulaires et les documents. Cinquième section vraiment importante, c'est le climat. Le climat qui est vraiment un élément qui va favoriser la création d'une culture de travail qui est saine autour du sujet de la diversité sexuelle. Ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement de se sentir à l'aise de recadrer ou d'intervenir en cas de propos homophobes, transphobes. Déjà, si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire ça, ça peut être un indice qu'il y a peut-être quelque chose à retravailler au niveau du climat. Alors, voilà, c'était pour la petite section sur l'évaluation, l'adaptation du milieu de travail. On va passer ensuite, Pierre l'a nommé au début de la conférence, je le redis, je le réitère, donc merci de prendre un petit temps là, pour évaluer la présentation qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, quelques références auxquelles vous allez pouvoir avoir accès par la suite parce que vous aurez le PowerPoint qui vous sera envoyé. On a également aussi une section ressources ici qui est assez intéressante. Vous allez pouvoir voir si vous voulez aller plus loin, quelques ressources. Je pourrais ajouter aussi, avec la présentation PowerPoint, il y a quelques documents qui vous seront envoyés puisque vous prenez de différents milieux. Donc, par exemple, je vous ai parlé de l'exercice de conscientisation. Donc, il y a un exercice concret qui a été fait dans un milieu scolaire qui va vous être envoyé. Il va y avoir une évaluation de l'inclusivité dans son milieu de travail, comme Gabriel a présenté là, ce qui était la source de la présentation. Il y a un petit guide aussi pour les gestionnaires, des pistes de réflexion sur la gestion d'une équipe diversifiée aussi. Donc, plusieurs peut-être outils qui vous seraient utiles là, en fonction de votre milieu. Donc, on serait prêt à prendre des questions là, au besoin s'il y a des personnes qui ont des questions. Oui, il y a Charles. Si tu veux ouvrir ton micro, Charles, pour poser ta question. Oui, merci beaucoup. Alors, je m'excuserai d'abord si ma question serait mal formulée d'une manière ou d'une autre. Donc, j'essaie d'apprendre. Donc, moi, j'ai un petit souci. C'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas encore comment le présenter. Disons qu'on parle de non-binarité. OK? Alors, si je suis gay et j'essaie d'abord de m'affirmer en tant que personne gay, en tant qu'homme gay, est-ce que automatiquement je ne perds pas mon droit en tant qu'homme qui veut se dire homme gay si je suis dans la dynamique de ne plus dire que je suis homme ou femme? Je ne sais pas si la question est bien formulée ou non. Est-ce que tu veux répondre, Gabriel? Ou... Pour moi, ça a coupé à la dynamique 2. Là, je n'ai pas compris la suite. OK.
on a parlé d'intersectionnalité, pas vrai? Alors, Exact. en tant que personne, par exemple, moi, en tant que personne noire, automatiquement, dans mon orientation sexuelle, je peux vivre plusieurs stigmatisations. Maintenant, si je choisis en tant qu'homme de m'affirmer comme étant gay, est-ce qu'automatiquement, la non-binarité ne m'enlève plus le droit que j'ai de m'affirmer en tant qu'homme gay? Parce que là, maintenant, si on parle de non-binarité, on ne parle plus d'homme, de femme, donc automatiquement, est-ce qu'on peut parler d'homme dans les questions de diversité sexuelle? Voilà, merci. D'accord, je comprends mieux. Merci pour votre question fort pertinente. Donc, la non-binarité, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la binarité. Binarité, c'est de résumer finalement à deux concepts, concepts qui s'opposent souvent. Donc, homme ou femme. Donc, on peut être un ou l'autre, mais pas les deux. La non-binarité, finalement, c'est de dire, il n'y a pas juste cette opposition-là, homme ou femme, mais il y a aussi autre chose. Donc, pour répondre très concrètement et rapidement à votre question, non, ça n'affecte pas votre identité. En fait, la non-binarité, ce serait concrètement, si on le voit sur un formulaire d'inscription quelconque, on verrait sélectionner la catégorie qui vous convient le mieux. Homme, femme, non-binaire, tout simplement. Donc, on offre plusieurs choix. Plutôt que d'offrir seulement deux choix, on offre trois choix, voire on peut décliner parce que la non-binarité, je ne veux pas entrer trop en détail, mais c'est un concept un peu parapluie qui peut dissimuler différentes réalités. C'est à peu près ça que je donnerais comme réponse. On peut, si vous le souhaitez, là, poursuivre la discussion ailleurs. Vous pouvez nous écrire, puis on pourrait échanger là-dessus davantage. Je ne sais pas si Jean-Nicolas, tu avais d'autres éléments de réponse. Non, je pense que tu couvres bien la réponse. Là. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante pour la question. Je viendrai au réseau peut-être. D'accord. Peut-être. Absolument. Communiquez avec nous, n'hésitez pas. Vous avez toutes nos coordonnées. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois main levée. Oui, il y a Richard de Service d'aide aux conjoints. Oui, m'entendez-vous? Oui, très bien. Excellent. Donc, écoutez, vous ne nous avez pas parlé de l'identité queer comme telle. Vous avez parlé de la stigmatisation qu'il y avait par rapport au genre queer, par rapport au genre en général, mais vous ne nous avez pas parlé de ça. Bon, j'ai une connaissance de ce que c'est une personne queer, mais est-ce que ça serait possible pour moi-même, peaufiner ma connaissance et pour l'auditoire de préciser un peu quelle est l'identité queer? Oui, je peux répondre si tu veux, Gabriel. Oui, absolument, vas-y. Oui, donc, un peu comme je présentais la définition, en fait, au début de la présentation, on dit une personne queer. Queer, c'est un terme parapluie. Donc, queer, ça peut représenter plusieurs choses en fonction de la personne qui s'identifie comme queer. Donc, queer peut être utilisé pour définir son orientation sexuelle, ça peut être utilisé pour définir son identité de genre, ça peut être utilisé aussi comme position politique, parce qu'en fait, le terme queer, c'est vraiment utilisé pour dire qu'on est non conforme à la société, puis pas qu'on est des extrémistes puis des anarchistes, mais juste qu'on n'est vraiment pas, on n'est pas conforme en fait à la norme sociale. Donc, ça dépend vraiment de la personne qui se trouve devant vous. Il faut vraiment lui demander, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour elle. Ouais. J'ajouterais à ça aussi, Richard, je pense que c'est normal d'emblée d'avoir peut-être un peu de la difficulté à comprendre parce que, justement, comme Jean-Nicolas le dit, quelqu'un qui se dit queer, effectivement, il faut explorer un peu qu'est-ce que ça veut dire pour la personne, mais c'est aussi un peu un refus de s'identifier dans les catégories traditionnelles. Donc, forcément, ça peut poser un peu une difficulté au niveau de la compréhension de ce terme-là. Donc, petit ajout par rapport à ça. Voilà. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Je pense qu'on a une main levée. Oui, Isabelle. En fait, moi, j'ai une question. Si je voudrais bien
qu'on parle aussi de la question de la résilience, hein, parce que des fois, quand on nomme les gens par problématique, parce on a tendance à enfermer les gens là-dedans. Là. Je pense que c'est vraiment pas votre attitude, là. Mhm. Mais tu sais, en même temps, les personnes ont aussi ont dépassé les épreuves. J'aimerais ça vous entendre, là, peut-être Mhm. un peu sur la question de la résilience, parce que les gens ont continué leur vie, ont continué. J'aurais envie de vous entendre là-dessus, Mhm. parce que souvent, ben, on a tendance à enfermer les gens, puis c'est vrai aussi, là, que la réalité, des problèmes de santé mentale, de dépendance sont présents, Tout à mais fait. j'aurais envie de vous entendre Mhm. là, sur la question de la Au-delà de résilience. c'est ça. Oui. Jean-Nicolas, est-ce que tu as des éléments de réponse à donner? Ben, en fait, c'est sûr que la résilience, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu recherches comme information, mais la résilience, c'est une force, en fait, des personnes qui viennent directement chez Mhm. Réseau. Puis, nous, dans notre approche de réduction des méfaits, la résilience des personnes, c'est quelque chose qu'on va vraiment, on va miser dessus parce que ça leur permet, comme j'ai mentionné, les personnes, ce n'est pas nécessairement la première fois qu'ils viennent en intervention. Puis, de la résilience, ils l'ont créée à travers Ouais. l'adversité, en fait qui ont vécu dans les expériences. Puis nous, on va aller puiser justement cette force-là chez les gens. Puis c'est avec justement ces capacités-là, ces habiletés-là qu'on va aider les gens justement à faire face à leurs problèmes ou leur situation dans laquelle ils vivent présentement. Puis oui, la résilience, en fait, c'est un terme qui est super important là, pour les personnes à diversité parce que souvent, justement, ils s'excluent elles-mêmes pour différentes raisons, en fait, des services qui sont offerts ou de la société. Puis, justement, ils construisent une résilience qui est tellement forte que ça devient un gros outil d'intervention. Je pourrais pas mieux dire. Je pense que c'est un élément on a tendance peut-être à. Je pense qu'on a tendance, comme être humain, à focuser, notre cerveau se focus peut-être sur ce qui est plus, euh, on va dire, négatif, sur les enjeux, sur ce qui fonctionne moins bien. Mais effectivement, il faut garder dans notre radar que, ben oui, les gens qui vivent des situations difficiles, ben, ils s'adaptent, puis ils développent des mécanismes d'adaptation qui sont pas toujours parfaits, qui sont pas toujours sains, qui sont pas toujours dans le sens de la santé, de l'équilibre, mais en tout cas, ils développent quand même toutes sortes de mécanismes d'adaptation. C'est important de le souligner. Parlant de résilience, moi, je veux vous faire une petite invitation si je peux me permettre. Donc, on organise les 10 et 11 mars prochains le sommet montréalais d'action sur la santé des hommes LGBTQ+. Vous avez peut-être vu ça passer. Je fais le lien avec la résilience parce que c'est la thématique du sommet, en fait, de l'événement. C'est la résilience communautaire. Alors, on va vous présenter toutes sortes de formes de communication, des témoignages, des conférences, tout ça, panels, etc. Donc, ce sera sur 2 jours, une journée et demie, en fait. Donc, le 10 et 11 mars prochain. Je vous mets tout de suite dans la conversation, le chat, un petit lien. Cliquez tout simplement là-dessus pour avoir plus d'informations. Ouais. Jean-Nicolas et Gabriel, il y a Brigitte Boulard qui veut savoir si c'est vrai que les alliés peuvent être inclus dans le terme queer. Est-ce que tu veux que je réponde? Je réponds. C'est une bonne question. Ben, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Je suis curieux. Je vais compléter au besoin. En fait, ma première réflexion, là, je réfléchis un peu à voix haute. Ça serait, c'est pas parce que on est allié, en fait, allié, ça définit pas, en fait, notre orientation sexuelle, ça définit pas non plus notre identité de genre. Donc, il est possible qu'on corresponde à certaines normes sociales, mais que sur d'autres aspects, on s'identifie aussi comme queer. Donc, certainement, moi, après à chaud comme ça, moi, ma réponse, ce serait oui, on peut être un allié, puis s'identifier aussi comme personne queer, parce que c'est pas par exemple qu'on est dans la norme sociale au niveau de l'orientation sexuelle qu'on va nécessairement approuver tout ce qui se fait dans les normes sociales. Mhm. Absolument. Je pas grand-chose à rajouter. Simplement dire que queer, ça peut vraiment prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de définitions. Je pense que c'est important toujours de revenir à, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, queer, quand on est en intervention. Donc, ultimement, ben oui, effectivement, on pourrait considérer qu'un allié est une personne queer, mais après, je pense que ça va dépendre de chaque personne alliée elle-même, comment elle se voit, comment elle se définit. Euh, voilà, ce serait
ma réponse, mes éléments de réponse.